On vit certainement un moment unique pour les créateurs, et toi, si tu es créateur de contenu, si tu veux raconter une histoire, tu vis un moment qui sort de l'ordinaire, parce que c'est bien la première fois que si tu as envie de écrire une histoire, la filmer, la monter et surtout la diffuser, c'est devenu complètement possible. C'est devenu complètement possible de toucher du public dans le monde entier, tous les publics qui seraient potentiellement intéressés par l'histoire que tu pourrais leur raconter. Donc ça, c'est vraiment des potentialités folles et hyper enthousiasmantes. Donc il y a énormément de choses à faire, mais du coup, ça entraîne énormément de concurrence sur ce domaine. Et alors qu'on pourrait rêver d'un monde où il y ait beaucoup plus de producteurs de contenu, par exemple la moitié des gens, 50% des gens qui produisent du contenu, et puis 50% des gens qui regardent ce contenu, ou même mieux encore, on pourrait rêver que chacun soit à la fois créateur, producteur de contenu, et puis en même temps spectateur. Sauf que ça ne s'organise pas comme ça, puisque c'est effectivement très concurrentiel, et que on reste sur un schéma comme à l'époque des mass médias, avec pyramidal comme ça, avec que quelques diffuseurs, producteurs de contenu qui sont en concurrence pour accaparer l'attention du reste du monde. Et ce qui fait que finalement, la plupart des gens vont rester spectateurs. Et d'ailleurs, concrètement, c'est ce qu'on voit, hein. On voit bien qu'il y a les grandes plateformes, les grandes entreprises aussi, qui restent très présentes dans le contenu qu'on peut voir. Et puis aussi, bien sûr, les politiques même, qui dépensent énormément de moyens et d'énergie pour montrer, donner leur vision du monde. Et quitte à ce que ça soit d'ailleurs une vision du monde qui est clairement malveillante, quoi. Quand c'est des fake news qui viennent de pays malveillants, ça devient même clairement conflictuel, quoi. Donc comment faire? Comment est-ce que tu peux faire? Comment est-ce qu'on peut faire quand on veut néanmoins concurrencer en fait ces grandes plateformes, et puis tout simplement avoir sa place, quand on veut faire passer sa créativité, sa vision du monde et ses histoires auprès de personnes qui seraient potentiellement intéressées par voir des visions alternatives et plus créatives. Déjà, on constate que toutes ces grandes institutions qui restent sur un schéma de mass média et de diffusion d'énormément de contenu et d'accaparer l'attention, elles ont une manière de fonctionner qui est entièrement tournée sur la quantité. En fait, l'idée, c'est de prendre le temps de cerveau disponible, comme avait dit un des patrons de TF1 il y a longtemps de ça, donc c'est d'occuper le terrain, en fait, quoi. Et donc leur démarche, c'est de faire de la quantité, pour que on regarde toujours leur contenu, qu'on passe d'un contenu de ce type-là à un autre contenu de ce type-là. Typiquement, c'est le swipe sur les réseaux sociaux, et puis même les séries, en fait. Les séries sont vraiment faites pour qu'on se retrouve au milieu de la nuit à se dire, bon, allez, je regarde encore un épisode suivant, il n'est pas très long, voilà. Donc, comment faire? Comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Eh bien, c'est opposé à une stratégie, en fait, de quantité, une stratégie de qualité. Tu peux proposer des contenus qui vont être d'une grande qualité, qui vont être authentiques et sincères, qui vont vraiment parler d'une expérience particulière et qui vont sortir de contenus qui vont être de plus en plus, et qui sont déjà beaucoup faits avec de l'intelligence artificielle, qui sont faits aussi pour se ressembler les uns les autres, parce que le principe, bien sûr, c'est que quand un truc marche, eh ben, on va essayer de refaire la même chose, faire une petite variation, mais essayer de continuer de faire exactement les trucs qui ont déjà marché. Donc toi, tu peux te démarquer en proposant de la qualité, de la sincérité, de l'authenticité. Sauf que ça, concrètement, c'est très exigeant, et que la plupart des gens échouent face à ça. Enfin, échouent, ne vont pas au bout.
j'ai fait un petit sondage auprès de script doctors qui travaillent comme moi avec des auteurs, qui accompagnent des auteurs pour écrire des scénarios. Et en fait, on se rend compte que 80% des projets sont pas achevés. 80% des projets restent au fond d'un tiroir ou au fond d'un disque dur, plus concrètement. Et ça, c'est pour les projets pros. C'est pour des projets de gens qui sont déjà dans un système de production, qui sont soit réalisateurs, soit qui travaillent avec des réalisateurs. On peut imaginer que pour des gens qui démarrent, voilà, c'est 99% en fait des projets qui vont rester dans un tiroir. Donc, comment faire pour concrètement achever et aller au bout de son projet et pas finalement se décourager? Eh ben, il va falloir cultiver plusieurs atouts. Le premier atout qu'il faut quand on démarre un projet, c'est qu'il faut être capable de choisir la bonne piste. Parce que il est hyper normal de démarrer un projet avec plein d'idées qui partent dans tous les sens. C'est super, c'est grâce à ça qu'on va trouver justement quelque chose de plus original et qu'on ne va pas faire un copier-coller d'un projet qui existe déjà, quelque chose qui ne sera pas vraiment notre propre projet porté, notre propre vision du monde. Et donc du coup, quand on a plein de projets, plein de pistes qui partent dans tous les sens, il faut faire des choix et c'est pas évident. C'est pas évident parce que on ne sait pas vraiment lequel sera le plus intéressant pour nous. Et ça, il faut faire un petit travail. Voilà, il y a plein de techniques pour ça, quand on a un peu l'habitude, pour définir le projet qui va être celui qu'on va être capable de porter pendant assez longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en fait. Et le conseil qu'un des script doctors les plus connus, John Truby, dit, c'est que après l'écriture d'une histoire, en fait, on aura changé. Et donc, il faut être prêt à écrire une histoire qui va nous transformer. Et on espère aussi qu'il va pouvoir transformer les spectateurs, ceux qui vont la recevoir. Mais donc, c'est le premier travail, c'est d'être capable de choisir l'histoire qui sera pour nous la plus essentielle ici et maintenant, au moment où on va avoir envie de travailler dessus et de la développer. La deuxième chose, c'est qu'il va quand même falloir s'assurer d'un certain niveau de qualité. Là, il ne s'agit pas de bricoler, de réinventer la poudre, ou de bricoler une manière de construire un récit. Il faut vraiment, pour porter son histoire, s'appuyer sur des bases de dramaturgie qui ont fait leurs preuves et qui font que, voilà, on est capable de amener une transformation d'un personnage et porter une histoire qui va capter l'attention et qui va vraiment porter un projet. La troisième chose, c'est qu'il va falloir partir avec suffisamment d'énergie et suffisamment de vision du projet vers lequel on va aller pour rester concentré sur ce projet-là au cours de l'écriture et pour pouvoir être guidé, se guider soi-même en fait, par l'objectif qu'on se sera fixé. Et la quatrième chose, le quatrième atout avec lequel il va falloir commencer son écriture, ça va être d'être capable de faire le lien entre ce projet-là, celui sur lequel on va travailler, celui qu'on aura concentré, et puis les autres projets. Les autres projets, ça va être éventuellement ceux qu'on a écrits précédemment, mais aussi ceux qu'on va écrire dans l'avenir, et puis même les projets qu'on peut voir à droite à gauche, les projets dont on pourrait s'inspirer. Alors, comment travailler ça concrètement? Je te propose 4 modules d'accompagnement dans lesquels tu pourras travailler ton envie de départ sur la métaphore du voyage et de la randonnée. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac à dos, sachant que je vais porter avec moi le sac à dos. Il faut savoir le faire de façon à ce qu'on ait toutes les choses essentielles et en même temps qu'on n'emporte pas trop de choses pour que ça soit pas trop lourd à porter. La deuxième chose, c'est de travailler donc les bases de la dramaturgie. Les bases de la dramaturgie qui sont autour du personnage et puis du conflit principal de ton personnage.
c'est-à-dire comment est-ce que ton personnage va se transformer au cours de l'histoire. Ensuite, le quatrième point, c'est d'être capable de concentrer ton histoire en une phrase clé. Alors on appelle ça phrase clé, on appelle ça proposition thématique, proposition dramatique. Stephen King, lui, appelle ça le concept fossile. Moi, j'appelle ça le code. Le code pour deux raisons, parce que c'est à la fois un code qui est constitutif de ton histoire à partir de petits éléments essentiels, comme un code génétique ou comme un code informatique aussi, un code de programmation. Et puis c'est aussi un code parce qu'il faut aussi appréhender cette dimension de cadrage, comme un code de la route cette fois, pour t'éviter de sortir de la route justement. L'idée étant de se dire que tant que tes potentialités d'histoire restent infinies, et ben ton travail d'auteur reste infini et donc sera toujours inachevé en fait. Donc l'idée c'est vraiment de cadrer ton histoire pour être certain aussi de te donner un objectif comme un phare au loin, comme une lumière au loin, qui va te guider et te donner de l'énergie en cours d'écriture. Et c'est un des éléments essentiels pour t'assurer d'aller au bout de ton projet. Et le quatrième point, enfin, c'est quand je te disais voir ton histoire par rapport aux autres histoires, et ben ça va être d'être capable de dire quelle est la bonne histoire par rapport aux histoires des autres, par rapport à d'autres histoires, parce qu'il y a quand même des critères objectifs de la qualité d'une histoire, une histoire qui va fonctionner, une histoire qui va être comprise, perçue par les spectateurs, c'est quelque chose de finalement quand même très important. Et puis d'une manière subjective, parce que il est important aussi que tu travailles ce que pour toi va être la bonne histoire, et de finalement commencer à travailler un style. Et commencer à travailler comme ça par rapport aux histoires que tu vas faire par la suite. Qu'est-ce qui va être ton authenticité, ta spécificité, c'est aussi quelque chose de super important. Donc tout ce que tu vois là dans cette énorme mind map, c'est j'ai appelé ça les clés essentielles. Ça constitue un accompagnement en vidéo, une formation en vidéo, et c'est quelque chose que je te propose du coup en lien dans la description. Et si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tout de suite dans cette formation.